À présent, on va écouter un professeur qui nous vient de Paris. Il a fait le détour pour nous, malgré les grèves et les TGV empêchés et les voitures en panne. C'est ce qu'on a dit ce matin. Donc là, j'ai le plaisir d'annoncer Paul Olivier, qui est chef de projet GIS, c'est Groupement d'intérêt scientifique pour l'autisme et les troubles de neurodéveloppement chez INSERM. INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, mais avec des projets européens également. Il y a dans la salle le Belgian Brain Council qui aura peut-être envie d'échanger avec vous. Et donc, le thème choisi, c'est neurosciences et autisme, enjeux de recherche transdisciplinaire. Déjà abordé un petit peu ce matin aussi. À vous le. Il y a un verre d'eau si vous voulez. Voilà, on y arrive. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, membres administrateurs de l'APEPA, mesdames et messieurs les parents, les personnes concernées, chère Alice, cher Pierre, cher Eric, merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore. Je suis très impressionné d'intervenir ici au Parlement de Wallonie. Donc moi je suis Paul Olivier. Alors Olivier, pour faire un tout petit peu de généalogie, en France on a un certain nombre et moi je fais partie de la branche des Oliviers qui viennent de Wallonie justement. Donc je suis très content de ce retour aux racines. Alors cher Alice, je suis pas professeur, pas encore. Je suis docteur en neurosciences, je suis de formation neuroscientifique et je vais vous présenter. Donc je suis le chef de projet, donc je travaille au sein de l'INSERM, donc Institut national de recherche médicale français, et donc je travaille depuis 6 ans en tant que chef de projet à l'INSERM pour développer un cadre de travail pour les chercheurs, on va voir, qui va très au-delà, celui des chercheurs en neurosciences, mais également en neurologie, en psychiatrie, en sciences humaines et sociales. On va parler de neurosciences et d'autisme et d'enjeux de recherche transdisciplinaire. En fait, l'idée, c'est, et ça a été abordé ce matin, notamment par Pierre et par Eric, le fait que les paradigmes de collaboration sont en train de changer. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est l'autisme. Néanmoins, vous dire que le réseau de recherche pour lequel je travaille, dont le logo est ici, donc le GIS, le Groupement d'intérêt scientifique autisme et troubles du neurodéveloppement, inscrit l'autisme en tant que trouble du neurodéveloppement, donc à savoir des troubles dont les racines vont prendre naissance durant le développement du système nerveux central et en particulier du cerveau, qui va commencer très tôt, durant la vie embryonnaire. En premier cycle universitaire, on apprend que ça débute durant la 3e semaine de la vie embryonnaire, et puis avec des périodes de risque durant les périodes de développement embryonnaire, les périodes périnatales, la prématurité en particulier, qui est un risque important de développer un trouble du spectre de l'autisme avec une prévalence qui va être multipliée par 13 selon certaines études, et puis également l'adolescence, qui peut être une période à risque. Et donc c'est voilà, tel que c'est défini par le DSM-5, et Pierre, tu l'as très bien dit ce matin, on a différentes situations parmi lesquelles les troubles du spectre de l'autisme aux côtés d'autres situations, le TDAH, les troubles spécifiques des apprentissages, on parle de trouble 10, ou encore le trouble du développement intellectuel. Alors, en termes de prévalence, on a affaire à un véritable enjeu de santé publique dans tous les pays. En France et dans le monde, on estime, même si, comme Pierre, tu l'as dit ce matin, il n'y a pas de prévalence vraiment très très claire. C'est très variable en fonction des études, mais si on considère l'entièreté des troubles du neurodéveloppement, c'est entre 5 et 15%. Avec, en 2025, une étude en France qui estime, fourchette basse, le poids socio-économique des troubles du neurodéveloppement à 28 milliards d'euros par an. Et c'est certainement une vision qui est sous-dimensionnée. Alors, les troubles du spectre de l'autisme, cela a été rappelé ce matin, entre 1 et 3%, selon les pays occidentaux, même si en France,
Nous n'avons pas non plus de données épidémiologiques avec une prévalence qui est en augmentation, et ça a été débattu ce matin. Quelle est l'origine de cette augmentation? Est-ce que c'est parce qu'on repère mieux? Est-ce que parce qu'on est mieux sensibilisé? Est-ce que les critères diagnostiques sont davantage ouverts? Ça a été vraiment, mais il y a une véritable question. Et donc ici, comme Pierre l'a dit ce matin, il a beaucoup mieux expliqué que moi, on est sur l'approche catégorielle ou nosographique. Un trouble diagnostique, une situation, et quelque part, c'est une situation qui, comme disait Pierre Gressens, qui est l'ancien directeur du GIS, qui a également la qualité pour être, qui est belge, qui était notre directeur l'année dernière, expliquait que ces situations, quelque part, enfermaient les individus dans des boîtes à chaussures. Et on va voir que, comme ça a été dit, cette situation, cette description, elle est peu satisfaisante dans la vraie vie. En effet, maintenant, on parle de troubles du spectre de l'autisme, et on n'a pas fait exprès avec Pierre, mais on a utilisé la même image du spectre lumineux, avec des situations extrêmement diverses. Il y a l'autisme, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des situations avec des sujets qui vont être communicants mais non verbaux, des sujets avec des troubles du développement intellectuel, et puis des sujets pour lesquels le trouble principal va être un trouble de l'interaction sociale, mais certaines facultés intellectuelles qui vont être extrêmement prononcées. En réalité, vous le savez mieux que moi, un individu présente le plus souvent plusieurs troubles associés. Alors on parle de comorbidité. Moi, à titre personnel, je n'aime pas trop cette appellation. On va plutôt parler de troubles co-occurrents. Et en réalité, et vous le savez mieux que moi là encore, souvent un individu avec un trouble du spectre de l'autisme peut avoir un trouble du développement intellectuel. Le chiffre de 40% a été entre 30 et 40% dans la littérature. Peut avoir un trouble de l'attention, un trouble de la communication, parfois des atypicités motrices. Il est de plus en plus question aussi des atypicités sensorielles. Voilà. Donc quelque part finalement, une situation, une catégorie diagnostique, cette approche nosographique est très limitante pour rendre compte de la véritable situation des individus. Ce sont les limites de l'approche catégorielle. Et donc ça pose tout un tas de difficultés en termes de recherche et de solutions qui découlent de ces recherches. En effet, on est face à un changement de paradigme depuis une grosse quinzaine d'années. Pourquoi est-ce que la recherche finalement se présente face à un mur conceptuel avec différents symptômes? Les résultats de la recherche sont très variables en fonction des études. Et en effet, est-ce qu'on compare en fonction des études exactement les mêmes populations? Il n'existe que peu d'interventions validées scientifiquement avec un très haut niveau de preuve. Et puis les interventions sont souvent peu personnalisées. Alors, les scientifiques, les cliniciens ont réfléchi, et donc face à cette crise finalement de concepts, au fait qu'il y ait peu de solutions, il y ait finalement assez peu de transférabilité des résultats de la recherche vers dans la vie quotidienne des personnes directement concernées, la communauté s'est mobilisée pour changer sa manière de travailler, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors le concept, un des initiateurs, c'est le professeur Christopher Gillberg, qui travaille au Karolinska Institute, donc à Göteborg en Suède, qui propose un concept qui s'appelle le concept Essence. Alors en français, ce sont les dimensions symptomatiques précoces qui encourage un diagnostic neurodéveloppemental, une examination clinique neurodéveloppementale. Alors, l'idée étant, en fait, de Essence, qui inclut l'ensemble des différents troubles du neurodéveloppement, différentes catégories nosographiques. Ce n'est pas là pour donner... L'idée, c'est pas de dire les troubles du neurodéveloppement, c'est un diagnostic, on met tout là-dedans, et c'est beaucoup plus simple, et c'est unificateur et simplificateur. C'est pas l'idée. L'idée de dire, c'est que, sachant que les différents troubles sont souvent associés entre eux, qu'ils partagent certains facteurs génétiques, certains facteurs environnementaux, il faut arrêter de travailler finalement dans son silo, les généticiens d'un côté, les neuroscientifiques d'un côté, les psychiatres d'un côté, les pédiatres d'un côté. Il faut avoir une approche holistique de l'individu en fonction de des différentes dimensions de sa situation, avoir une approche extrêmement fine pour pouvoir la décrire avec précision. Et donc voilà, donc ça a été un des concepts initiateurs, et donc finalement de cette approche catégorielle, comme Pierre l'a dit ce matin, on tend maintenant vers une approche dimensionnelle et même multidimensionnelle. Finalement, l'idée c'est de se dire que dans cette approche,
dépasser le cadre nosographique, les cadres diagnostiques, et considérer de manière holistique les individus comme une somme de variations de différentes dimensions, dimensions de capacité de communication, développement intellectuel, développement du langage, développement moteur, etc. Et que finalement, on va passer de cette approche où on a le spectre lumineux en fait en bas de ma diapositive. Finalement, là j'ai repris un visuel de l'Institut Pasteur où finalement les individus pourraient être décrits selon un diagramme. Alors on voit qu'en termes de plus on avance dans notre compréhension des situations, et plus on voit que c'est compliqué. Cette approche, elle reconnaît néanmoins que les symptômes donc, sont présents. Et donc là où c'est également compliqué, c'est que cette approche reconnaît que les symptômes peuvent être présents à des degrés variables chez chaque individu, et que ces dimensions, elles peuvent exister, elles peuvent coexister, elles peuvent s'entremêler, et encore plus compliqué, évoluer dans le temps. Et qu'il existe une continuité entre le développement typique et le développement atypique. Donc, depuis une quinzaine d'années maintenant, la recherche en neurosciences, en ce qui concerne l'autisme, s'inscrit dans cette approche neurodéveloppementale multidimensionnelle. L'objectif, c'est d'améliorer la recherche en améliorant notamment la stratification des populations. Alors, stratification, c'est un terme un petit peu barbare. Ça veut dire améliorer la description fine des sous-types de populations. Et puis pour développer, donc améliorer la puissance des recherches menées en comparant des groupes qui soient beaucoup plus semblables, beaucoup plus homogènes, et développer des interventions qui soient pleinement adaptées, personnalisées. À cela, il y a aussi des enjeux de déstigmatisation, et cela a été dit très largement ce matin. Elle reconnaît cette approche que les individus, ils ont certes des troubles, mais ils ont aussi des forces qu'il faut aussi considérer. Alors, quelqu'un qui a été très important pour notre réseau de recherche, le GIS, et puis pour la recherche mondiale sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, c'est Éric Courchesne. Éric Courchesne, qui est donc professeur en neurosciences à l'université de San Diego aux États-Unis, qui est l'ancien président du Conseil scientifique international de notre réseau, le GIS, qui lors d'une réunion, rappelait que bien que la recherche ait identifié de nombreux gènes à haut risque associés à l'autisme, plus de 1000, ces connaissances n'ont pas encore permis de développer des diagnostics et des traitements individualisés efficaces. C'est pas moi qui le dis, c'est Éric Courchesne avec un dossier de publication extrêmement impressionnant. C'est vraiment un des leaders mondiaux dans le domaine. Et donc, il dit pas qu'il faut arrêter la recherche en génétique. C'est absolument pas ce qu'il dit, parce que je sais qu'il y a une collègue qui va présenter des travaux en la matière juste après. Non, il dit pas du tout ça. Il propose le concept de ASD Living Biology, à savoir qu'il faut, de manière multidisciplinaire, multidimensionnelle, intégrer les données de la génétique et les données de la biologie moléculaire prénatale avec les observations cliniques. Ceci pour mieux comprendre les situations et traiter les symptômes associés à l'autisme. C'est le concept de ASD Living Biology. Donc, on a un exemple de la recherche en génétique qui de plus en plus intègre d'autres dimensions que la génétique pour améliorer la compréhension des situations. Alors, quel défi pour la recherche sur les troubles du neurodéveloppement? Alors, un petit état des lieux de ce qui se passe en France. Donc, en 2020, avec l'aide de l'Académie nationale française de médecine, on a fait un état des lieux de la production de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture internationale. Et en fait, alors j'ai pas les chiffres pour la Belgique, je suis tout à fait désolé. On voit que la France se classe au 9e rang mondial, on peut se dire que c'est pas mal. Mais si on considère par rapport au produit intérieur brut et à la part du financement qui est alloué à la recherche, on remarque que la France était en retard derrière l'Espagne, mais aussi derrière l'Italie. Alors attention, je n'ai absolument rien contre les collègues espagnols et italiens qui sont tout à fait à la pointe en la matière, mais on peut quand même se poser la question de cet indicateur eu égard au PIB des différents pays, et je ne vous apprends rien en vous disant que le PIB de la France est sensiblement supérieur de 30% au PIB de l'Italie et de l'Espagne. Donc il y a un retard qui s'explique par différentes choses. Le fait qu'en France, cela a été dit un petit peu ce matin,
en France, c'est une recherche sur les troubles du neurodéveloppement qui est historiquement assez peu financée. Ici, un diagramme Alors en France, on a une agence qui finance la recherche. Un des principaux financeurs de la recherche, c'est une agence nationale qui s'appelle l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Et donc, en fait, on voit qu'en 2020, on atteint péniblement les 5 millions d'euros au total pour l'ensemble des projets de recherche sur les troubles du neurodéveloppement, tous champs disciplinaires confondus, et donc incluant la recherche sur l'autisme, avec un trou au milieu des années 2010 qui est lié en fait à la disparition d'un financement qui s'appelait Samantha et qui est destiné à financer la recherche en santé mentale. Donc un projet de recherche en moyenne c'est 300 000 euros par ce dispositif de financement, donc 5 millions d'euros au total il y a 5 ans en 2020, et je rappelle que ça peut être mis en regard, je mets ma casquette de lobbyiste, en regard des 28 milliards d'euros de poids socio-économique rien que pour la France. Alors, également en France, il faut savoir que on est un pays qui a été très conservateur. On est un pays très conservateur au regard de la tradition, une forte tradition psychanalytique. Je ne reviens pas sur les concepts absolument horribles et culpabilisants de mères réfrigérateurs qui ont émergé aux États-Unis dans les années 50-60 et qui ont fait beaucoup de mal. Et heureusement, la recherche en neurosciences a permis notamment son essor avec la progression des techniques et de la finesse des recherches dans les années 80, une identification progressive de facteurs génétiques qui sont très importants dans les troubles du spectre de l'autisme, de causes neurobiologiques, de signes physiologiques et fonctionnels, ont permis de discréditer définitivement ces hypothèses psychanalytiques culpabilisantes. Heureusement, depuis les années 1850 et Freud, on a fait quelques progrès en la matière. Et donc, on revoit Éric Courchesne, qui, avec d'autres chercheurs, Catherine Lord, qui a été abordée ce matin, qui est une chercheuse britannique, ont commencé à vraiment développer au niveau mondial cette théorie neurodéveloppementale de l'autisme. Et puis en France, on a eu des relais, notamment Gilbert Lelor et Catherine Barthélémy, dont je vais vous reparler. Donc Catherine Barthélémy, qui a été la directrice fondatrice de notre réseau, et qui ont permis de replacer, donc Catherine Barthélémy, Gilbert Lelor, en France, de replacer l'autisme dans le cadre scientifique, étayé par des preuves du neurodéveloppement. Alors, en France, on n'est pas à une incohérence bureaucratique près. Pour vous montrer un exemple de notre tradition psychanalytique qui reste encore très ancrée et vis-à-vis de laquelle il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous avez ici, alors c'est en petit, mais c'est un rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, dont le financement dépend, comme le réseau pour lequel je travaille, directement du cabinet du Premier ministre. Et donc qui décrivait dans un rapport que pour les troubles de la santé mentale de l'enfant, qu'il n'y avait pas à ce jour une étiologie biologique de ces troubles mentaux, qu'il n'y avait pas d'origine neurodéveloppementale, autrement dit, des troubles de la santé mentale de l'enfant. On pourrait jouer un petit jeu, je pourrais vous demander, j'ai caché la date, en quelle année ce rapport a-t-il été écrit? 1980, 90? Vous seriez loin du compte. En fait, le rapport a été publié en 2023. Moi, je vous avoue, quand je l'ai reçu dans ma boîte mail, j'ai repris un café, j'ai mis mes lunettes, et voilà. Donc voilà, on a en tout cas, on a nos petites incohérences bureaucratiques, pour lesquelles, il y a encore du travail à faire. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a pris pas mal de retard en la matière. Alors, heureusement, les choses changent, et donc cette théorie neurodéveloppementale pose certains enjeux pour la recherche sur les troubles du neurodéveloppement. Si on déplie le fil de l'innovation scientifique qui va de la recherche fondamentale jusqu'aux applications pratiques, il faut relier la génétique au profil fonctionnel et donc améliorer sur ces bases la stratification des populations, donc la description fine des différents sous-groupes de populations de personnes concernées par l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Il faut mieux comprendre les causes et les mécanismes, on parle de physiopathologie des TND, pour identifier les facteurs de risque et améliorer la prévention des situations à risque. Également, il y a un sujet d'amélioration, et ça a été dit aussi ce matin, de détection précoce. Plus on agit tôt, plus on peut bénéficier du potentiel de plasticité cérébrale de l'enfant pour produire des interventions avec un impact majoré. Et puis, promouvoir le développement et l'accès à des solutions personnalisées, adaptées aux besoins des personnes concernées
et des aidants, ce qui, on va le voir, est très important. Alors pour y arriver, il y a des termes, on a évoqué certains termes ce matin, on a parlé notamment, il y avait un projet de recherche qui a été exposé en fin de matinée sur l'évaluation, la mise en place d'une base de données. Donc si on veut atteindre ces objectifs, il faut des collaborations en dehors des silos disciplinaires. Psychiatre avec neurologue, avec pédiatre, avec neuroscientifique, avec généticien, professionnel du médico-social, etc. Et donc, ça veut dire qu'il faut, pour améliorer la recherche, des bases de données. Et ça a été décrit ce matin, il y a un bel exemple ce matin. Et pour aller encore plus loin, le fait que ces bases de données puissent communiquer entre elles, qu'on puisse avoir des bases de données multidimensionnelles qui puissent communiquer entre elles. On parle d'interopérabilité des bases de données sur le plan national et international. Il faut une analyse multimodale de données, ça a été également décrit à travers différents exemples ce matin, et donc des approches pluridisciplinaires. Donc voici quelques exemples pour vous expliquer en quoi maintenant en fait les chercheurs ont besoin de travailler en réseau pour pouvoir développer ces approches qui sont pluridisciplinaires. Donc, comme vous l'avez compris, en France, on a pris un peu de retard en la matière, et donc grâce à ces éminents chercheurs, donc Éric Courchesne, qui a fait un séjour de recherche au sein du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Gilbert Lelor au CHU de Tours, avec son élève Catherine Barthélémy, ils ont participé à diffuser cette théorie neurodéveloppementale de l'autisme et des troubles de l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Et donc il y a eu un premier acte majeur, c'est il y a en 1983 la création de l'ARAPI, une association qui existe encore et qui organise tous les 2 ans une université d'automne. Dont d'ailleurs les collègues belges et les jeunes chercheurs ont participé régulièrement. Et donc cette association, elle vise à renforcer les ponts, faire diffuser les collaborations bilatérales entre les chercheurs et les familles. Alors le travail s'est pas arrêté là, et Catherine Barthélémy, qui a été la directrice fondatrice de notre réseau, en 2017, elle a fédéré une partie de la communauté française de recherche autour d'un réseau qui s'appelait le Réseau Recherche Autisme, qui était porté par l'ancienne Alliance française des sciences de la vie et de la santé, avec le soutien d'associations qui sont extrêmement importantes pour pouvoir soutenir cette structuration en réseau de la recherche, l'ARAPI, mais également une association très importante, les Amis d'Arthur, et une association monégasque, Monaco Disease Power, donc qui continue à nous soutenir encore actuellement, et vraiment je les en remercie. Et donc il y a eu le lancement en 2017 de ce réseau recherche autisme, et c'était une vraie force pour la communauté, puisque lorsque j'ai commencé ma mission, donc il y a 6 ans, dans le cadre d'une stratégie gouvernementale française, donc en France, il y a eu 3 plans autisme, et ensuite le 4e plan était un plan autisme au sein des troubles du neurodéveloppement qui perdure encore aujourd'hui. On est sur une stratégie nationale troubles du neurodéveloppement, et donc cette stratégie a financé la structuration de ce réseau de recherche, le GIS, le groupement interscientifique autisme et troubles du neurodéveloppement, qui est parti du réseau recherche autisme à Vissant, et ma première mission a été d'étendre ce réseau à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Les TSA, le TDAH, les troubles spécifiques des apprentissages, le trouble du développement intellectuel, certaines formes d'épilepsie, et puis je pourrais en citer bien d'autres. Et donc en 2025, ce réseau il a presque triplé de taille, il compte plus de 140 équipes de recherche, ce qui doit réunir environ 750 à 800 chercheurs français, et donc avec quelque chose qui est très intéressant sur cette carte. Alors c'est en petit ici, mais en haut à droite, il y a les logos de 12 associations. Dès le départ, notre directrice fondatrice Catherine Barthélémy a souhaité que ce réseau soit tout de suite très lié avec les associations qui défendent les personnes concernées par l'autisme et les autres troubles du neurodéveloppement. Et donc ce réseau, il est tout champ disciplinaire confondu, et donc l'idée, ça a été de se dire, il faut sortir de ces silos, car une recherche sur le TDAH peut produire des connaissances scientifiques profitables aux personnes avec autisme, et inversement. Voilà, à titre d'exemple.
Alors le GIS, qu'est-ce que c'est, ce groupement d'intérêt scientifique que j'ai le privilège d'animer sous une direction scientifique. Désormais, c'est Fiona Francis qui est notre directrice. Eh bien, je travaille à la coordination d'une plateforme, un guichet. Ce n'est pas une tutelle, c'est vraiment une structure de support à la recherche au service des différentes parties prenantes de ces dernières. Les chercheurs, les cliniciens et puis les associations. L'objectif est de favoriser la mise en lien de ces différents acteurs par la structuration d'un réseau, par l'organisation, la co-construction d'événements scientifiques. On a organisé par exemple notre 6e colloque national la semaine dernière à Paris. Et puis l'objectif, c'est aussi l'émergence de nouveaux projets de recherche pluridisciplinaires. Quelques métriques qui sont intéressantes en termes d'augmentation de la production scientifique associée à cette structuration, mais aussi l'augmentation des financements obtenus par les équipes de recherche. Je précise que le GIS n'est pas une agence de financement, puisque on a des consignes très claires de la part du gouvernement qui ne veut pas de doublons en la matière. Le GIS est une structure de facilitation d'animation et on doit œuvrer à ce que les équipes du réseau puissent pouvoir obtenir davantage de financements opérés par des agences comme l'ANR. Alors ici, donc simplement très rapidement pour vous dire qu'on est vraiment sur une approche multidimensionnelle, pluridisciplinaire, translationnelle, des neurosciences les plus fondamentales en génétique jusqu'aux applications concernant les symptômes, les grandes fonctions impactées chez les personnes concernées, notamment par exemple les troubles du sommeil, et puis je dirais aussi un petit mot sur la sensorialité. Alors, ce GIS, c'est un réseau qui est très ouvert à l'international, très actif en la matière, plus de 450 collaborations qu'on a recensées à travers de projets financés qui impliquent les équipes françaises du réseau, et puis notamment en Belgique avec les collègues de l'Université de Mons et du SUSA, avec lesquels les équipes françaises collaborent extrêmement régulièrement, et bien sûr je ne suis pas exhaustif en la matière. Et donc voilà, et donc également pour vous dire qu'actuellement, j'en dirai un mot à la fin, mais on travaille à la préparation d'une plateforme, d'étendre notre réseau à l'échelle européenne avec la préparation d'une plateforme. Ici on a une plateforme française, mais on souhaiterait avec les collègues européens et québécois monter une plateforme européenne, dont j'en dirai un petit mot à la fin. Alors, il y a une particularité pour notre réseau, et c'est vraiment notre ADN, c'est un pilier fondamental, c'est ce qu'on appelle la recherche participative. Et donc la recherche participative sur les troubles du neurodéveloppement. La recherche participative, ici on va parler de co-construction de projets de recherche. Vous avez ici la définition de la charte française de la recherche participative. L'idée, c'est que cette co-construction, elle peut avoir lieu à toute étape d'élaboration d'un projet de recherche, depuis le design jusqu'à la diffusion des résultats de la recherche. Donc, et c'est une collaboration entre scientifiques et citoyens, autrement dit, dans le cas qui nous concerne, entre des chercheurs, des cliniciens, des patients, des personnes concernées et des aidants. Et donc ici, cette recherche participative, attention, on ne parle pas d'inclusion de patients en tant qu'objet d'étude. On parle véritablement de co-construction. Alors, cette recherche participative, elle a un historique. Elle est née aux États-Unis, dans les années 70, dans le champ du cancer du sein. Et puis ensuite, elle s'est développée à l'international avec une communauté étendard qui était celle du VIH-Sida. Aux États-Unis dans les années 80, et puis dans les années 90, c'est arrivé en France avec un chercheur qui est un ami du GIS, qui est Bruno Spire, qui est un chercheur et qui est un militant et qui a développé cette recherche communautaire avec... il a réussi à créer un continuum extrêmement... Ils ont réussi à créer un continuum extrêmement performant depuis une question de terrain, l'opérationnalisation d'un projet de recherche, des découvertes scientifiques, la mise en œuvre de nouvelles solutions et l'application via le plaidoyer politique. Et donc c'est une vraie source d'inspiration pour notre réseau. Alors en France, quelques exemples dans les années 2000, mais vraiment très fragmentaires, de recherche sur la santé mentale et les troubles du neurodéveloppement. Alors je suis désolé, la diapositive est toute petite ici, mais pour vous dire que pour développer cette recherche participative sur les TND, on est encore très modeste, c'est vraiment à ses débuts. Sous l'impulsion de Catherine Barthélémy, elle a souhaité en 2020 que se monte
en parallèle du GIS, un comité dédié à cette question qui s'appelle le GRAPS, pour groupe de réflexion des associations de personnes concernées pour la science. Autant vous dire que à la création du GIS, lorsque les politiques publiques ont annoncé que les financements qui étaient avant dédiés à l'autisme allaient être partagés à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, et à titre personnel, je peux le comprendre, ça a été extrêmement mal vécu par les personnes autistes qui voyaient finalement un gâteau à peu près de la même taille, mais à devoir partager avec une population beaucoup plus grande. Et donc ça a créé beaucoup de tensions. Et là-dessus, moi je le comprends et je le respecte totalement. Notre travail, c'était d'arriver à développer des collaborations scientifiques avec ces personnes-là. Et donc, Catherine Barthélémy a eu l'idée de se dire, on va réunir toutes ces associations, elles sont désormais 14, autour de la table, et on va leur demander d'échanger, on va faire un tour de table au sujet de problématiques. Et en fait, on s'est aperçu, et elles se sont aperçues qu'il y avait des spécificités. Et clairement, il ne faut pas les effacer. Mais il y avait des grands points communs. Il y avait des grands sujets transversaux. Et donc, en fait, depuis 6 ans, ce groupe de travail, alors dans lequel on se parle franchement, parfois c'est un petit peu, il y a des frictions, parfois, mais voilà. Quand ça va, on le sait. Quand ça va pas, on le sait aussi. Et c'est vraiment l'avantage de travailler avec un groupe comme cela. En tout cas, on a réussi à créer ce cadre de travail de confiance qui se base sur des focus group multidisciplinaires qui réunissent des chercheurs, des cliniciens, mais aussi, et c'est plus original, des personnes concernées et leurs aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels, pour co-construire des actions de recherche. Alors, le GRAPS, il fonctionne sur la base de cycles annuels, entre 1 et 2 ans, qui vont aboutir à la co-construction d'un colloque. Et le colloque, c'est pas l'aboutissement du cycle de travaux, c'est le point de départ d'actions de recherche. Alors, depuis 2020, on a 3 journées de la recherche participative qui ont été organisées. Et Eric, tu avais eu l'amitié d'intervenir dans le cadre de l'une d'entre elles. En 2021, on a organisé une journée sur le sommeil, question transversale. C'est le premier sujet qui a sorti les troubles du sommeil lorsqu'on a fait un tour de table des associations. En 2022, on a organisé un colloque sur les apprentissages tout au long de la vie. L'année dernière, ce matin, on a parlé d'autisme profond et de cas complexes. Eh bien, l'année dernière, on a organisé un colloque sur les troubles du neurodéveloppement à l'âge adulte et notamment les personnes en situation dite complexe qui font partie des oubliés de la recherche et des solutions qui en découlent. Je ne vous apprends rien. Et là, actuellement, on travaille à l'organisation d'un futur colloque qui aura lieu en juin 2026 à Paris sur éducation physique et sportive dans les troubles du neurodéveloppement. Quel levier pour le développement des personnes concernées? Alors, je vais prendre l'exemple du dernier colloque, donc celui donc on avait co-construction d'un colloque qui avait lieu en mai 2024 sur les troubles du neurodéveloppement à l'âge adulte et en particulier les situations dites complexes. Donc on parle de troubles co-occurrents, souvent avec la présence d'un trouble du développement intellectuel, des comportements dits défis, etc. Le programme a été co-construit. Et ça a été le replay est disponible sur notre site web, si vous souhaitez revoir cette journée. C'est disponible complètement gratuitement, comme tout ce qu'on produit au sein du réseau. Ça a été un programme qui a été construit autour d'interventions de chercheurs, de cliniciens, de personnes concernées, de familles, de professionnels du médico-social, avec des interventions vidéo, avec des interventions pupitres, avec l'idée de permettre aux personnes de pouvoir intervenir dans les conditions les meilleures. Et l'objectif, ça a été l'émergence de nouveaux projets de recherche. Et je vais vous montrer quelques exemples juste après. Donc, ces journées de la recherche participative, on ne fait pas des colloques juste pour faire bien. L'idée, c'est que ce soit le point de départ. Finalement, l'idée, on va inviter des chercheurs qui ne travaillent pas encore sur les thématiques prioritaires identifiées. Et l'idée, c'est de donner envie à tout le monde de travailler ensemble. Et moi, je crois vraiment... peut-être parce que je pense qu'en Belgique aussi, vous avez cette tradition de la convivialité qu'on partage avec la France. C'est vraiment de cette convivialité que va naître l'envie aux différentes parties prenantes de travailler ensemble. Et on a quelques réussites en la matière. Je parle des projets de recherche, convivialité également, mais c'est un autre sujet. Alors, quelques exemples de projets de recherche qui ont émergé. Premier de recherche soutenu par le GIS, ça a été un projet de recherche participatif en génétique, qui illustre tout à fait ce que j'ai dit juste avant sur le fait de connecter la génétique au profil clinique des individus. C'est peut-être que les généticiens le connaissent, c'est l'initiative internationale Génida qui est portée par un coordinateur français qui s'appelle Jean-Louis Mandel et Amélie Piton qui travaille à Strasbourg. C'est une plateforme internet sécurisée sur laquelle en fait les familles
de sujets d'enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement d'origine génétique, avec une mutation génétique identifiée et causale du syndrome, peuvent renseigner et nourrir la recherche, cette recherche en génétique avec les aspects de la vie réelle. Ça peut être notamment des indications sur des effets secondaires médicamenteux indésirables qui peuvent être renseignés. Donc il y a des publications de recherche et des interventions qui ont été affinées grâce à cette plateforme. Toujours en génétique, en 2021, le projet de Thomas Bourgeron, un projet européen qui s'appelle R2D2MH, qui est un projet de recherche participatif au sein duquel Thomas Bourgeron a réuni un consortium européen mêlant chercheurs et associations avec l'objectif de co-construire un projet pour mieux comprendre les risques, les facteurs de risque notamment génétiques impliqués dans les troubles du neurodéveloppement, mais aussi les facteurs de résilience, avec toujours cette vision que les individus ont certes des troubles, mais aussi des forces. Et donc voilà, donc ce projet de Thomas Bourgeron avec une visée multidimensionnelle et holistique. En 2023, un projet très illustratif de la pluridisciplinarité en recherche en neurosciences, c'est le projet Autisensité qui est porté par Marie Pierron. Donc Marie Pierron, c'est une ingénieure de recherche qui travaille à Paris, qui a désormais rejoint le comité de pilotage, l'axe recherche participative de notre réseau. Ce projet Autisensité, à travers ce projet, Marie a réussi à faire quelque chose d'assez exemplaire. Elle a réuni des chercheurs, des cliniciens, des professionnels du médico-social, des personnes autistes directement, mais aussi des urbanistes, des architectes. Et l'objectif du projet de Marie, c'est de produire une évaluation solide de nos environnements de vie, en particulier nos environnements urbains, et de les évaluer au regard des particularités sensorielles des personnes autistes. Marie, à la base, c'est une chercheuse qui travaille sur les troubles neurovisuels. Donc elle a monté ce projet, et ce projet, très intéressant parce qu'il est force de proposition pour améliorer nos cadres de vie, expliquer en quoi ils peuvent être excluants pour les personnes autistes. Et spoiler, les solutions qui sont proposées sont profitables finalement à tout le monde. Et là, vraiment, on a ce rôle, cette valorisation de l'apport des personnes autistes qui finalement sont des sentinelles et vont, par leur particularité, apporter un miroir grossissant sur nos dysfonctionnements de nos cités. Alors en 2024, un autre projet de recherche participative qui a émergé, c'est le projet Reality, porté par Émilie Cap à Paris, qui vise à améliorer l'inclusion des étudiants en secteur universitaire, des étudiants autistes en secteur universitaire. Et puis alors le projet Complexité, qui est porté par Caroline Demilly, et qui est un des projets qui est né justement suite à cette dynamique de co-construction du colloque sur les situations complexes des adultes avec un trouble du neurodéveloppement. Donc il y a un travail qui a été fait, qui a permis à Caroline Demilly d'obtenir un financement pour monter un projet de recherche qui vise à mieux comprendre les situations des personnes en situation complexe, de comprendre comment les facteurs intrinsèques neurobiologiques de la personne, mais également les parcours de vie, les parcours de soins peuvent aussi parfois malheureusement nourrir cette complexité. Et puis, dernier exemple de projet qui est né de ce colloque, et l'histoire est, je trouve, encore plus jolie. C'est le dernier projet financé en date, qui est le projet RepiTND. En fait, ce projet, il est né non pas en parallèle de la co-construction du colloque sur les situations complexes, mais suite à ce dernier. En effet, lors de ce colloque, on a, et le replay est encore disponible il est tout à fait disponible sur le site web du GIS. On avait voulu, dans la session des pistes de recherche, on a voulu poser les enjeux scientifiques autour de la question des aidants. Et oui, puisque, comme ça a été dit ce matin, avec des témoignages extrêmement édifiants, les aidants, les proches aidants en particulier, ont un rôle extrêmement crucial dans le projet de vie des personnes concernées. Et donc on a voulu faire un état des recherches qui étaient menées en France en la matière, et on n'a pas trouvé grand-chose. On n'a pas trouvé grand-chose et on a demandé donc à une chercheuse, Cyrielle Dergui, qui à l'époque travaillait sur les aidants d'enfants autistes, à co-construire une présentation avec Françoise Thomas-Violette, qui est maman. Elle est maman d'une jeune fille qui a un trouble du neurodéveloppement complexe associé à une épilepsie. Et elles ont co-construit donc cette présentation pour faire un état des lieux des enjeux de recherche qui entourent les besoins des aidants.
Et suite à cette intervention, eh ben, Cyrielle et Françoise se sont dit, mais Françoise a demandé à Cyrielle de lui apparaître d'une idée. Elle lui a dit, voilà, ben, on manque d'évaluation scientifique, de solutions de répit pour les aidants d'adultes. Et donc elles se sont dit, ben banco. Elles ont été extrêmement courageuses parce qu'il y a un appel à projet qui a été lancé durant l'été 2025. Donc voilà, donc on a aussi parfois ces petits obstacles bureaucratiques puisque pendant les grandes vacances, vous imaginez bien que pour les familles, c'est compliqué de pouvoir s'impliquer dans ce type de réponse aux appels à projets. Et pour les chercheurs, ça peut être évidemment compliqué, mais en particulier pour les familles. Et elles ont été lauréates, et donc elles ont obtenu le projet qui a démarré la première réunion de consortium s'est tenue. Et donc moi c'est un projet que j'aime beaucoup parce que, en plus on a un consortium multidisciplinaire qui réunit les familles, les professionnels du médico-social, des chercheurs. Et l'idée, c'est d'évaluer des besoins de soutien des proches aidants d'adultes en situation de handicap complexe et avec l'idée d'une formulation d'une offre de répit expérimentale. Donc voilà, le GIS, finalement, c'est le lieu, le site catalytique. On dresse le gîte et le couvert pour donner envie aux parties prenantes de venir, de se rencontrer et d'avoir envie de travailler ensemble et de monter des projets multidisciplinaires. Alors, par rapport à cette recherche, participative, ce qui est très important, c'est aussi de former les parties prenantes à ces méthodologies participatives. Et donc, excusez-moi, la simple injonction à la recherche participative ne suffit pas. Il faut apporter les outils aux parties prenantes et donc c'est là-dedans que s'inscrit les co-formations à la recherche participative. Et on a organisé des formations avec ça va mieux, merci. Avec l'ARAPI notamment. Et on a organisé en juin dernier à Paris au sein des locaux de l'INSERM notre première école de la recherche participative avec une histoire qui était un petit peu pas semée d'embûches, ça serait beaucoup dire, mais l'idée a été de réunir pendant 3 jours au sein de l'INSERM un tiers de chercheurs, un tiers de praticiens, un tiers de parents et de personnes concernées pour avoir mené ce projet en collaboration avec les associations du GRAPS et l'ARAPI. Au début, l'INSERM ne comprenait pas trop la démarche et elle me disait « mais Paul, est-ce que ça va vraiment intéresser les chercheurs de faire cette formation avec des non-professionnels de la recherche ?» Eh bien, le replay des sessions plénières est également disponible sur notre site web. C'était un grand succès. C'était vraiment un grand succès. On peut réunir tout le monde. En fait, on est à un état d'avancement qui est tellement hétérogène en France que finalement, ces méthodologies, elles sont accessibles et elles concernent toutes les parties prenantes de la recherche. Donc voilà, moi, je serais ravi de partager ce type de formation. On n'a rien inventé, bien évidemment. On s'est beaucoup inspiré de ce qui fonctionnait ailleurs, ce qui fonctionne très bien par ailleurs. Voilà, c'est des méthodologies que je serais ravi de partager. Voilà, donc première école de la recherche participative qui a été organisée donc à l'INSERM en 2025 et puis un premier atelier aussi qui avait été organisé au sein des excellentes universités d'automne de l'ARAPI. Alors voilà, donc j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, je crois que j'ai un petit peu dépassé mon temps. Simplement quelques messages à emporter à la maison. Rappeler que les troubles du neurodéveloppement dont l'autisme prennent leurs racines durant les stades précoces du développement embryonnaire, causés par des facteurs génétiques et environnementaux en interaction complexe. L'approche catégorielle nosographique est limitante au regard de la diversité des situations et donc il faut tendre vers des approches qui sont multidimensionnelles afin d'appréhender finement et de manière holistique les situations des personnes. Et donc pour pouvoir développer une recherche et des interventions de manière cohérente, il faut des approches non pas en silo mais pluridisciplinaires jusqu'à l'inclusion du savoir expérientiel des personnes concernées et de leurs proches aidants. C'est la recherche participative, donc l'idée c'est d'éclairer les travaux par le savoir expérientiel des personnes concernées qui favorisent des projets vraiment en lien avec les priorités des personnes concernées et des aidants. Il y a un vrai enjeu, je pense en Belgique comme en France, de vraiment davantage connecter la recherche, même la plus fondamentale, aux réalités du quotidien. Voilà, quelques remerciements. Alors tout d'abord un merci spécial pour ma maman qui m'a prêté sa voiture, qui m'a permis d'être avec vous aujourd'hui parce que j'avais crevé, figurez-vous, à Paris. Donc je remercie ma maman. Je remercie également notre directrice Fiona Francis, directrice du GIS Autisme et TND, ainsi que mes collaboratrices Chloé et Kenza qui font un travail formidable. L'ensemble des membres du pilotage, les associations du GRAPS également qui sont à nos côtés depuis 6 ans. Et puis voilà, si vous souhaitez en savoir plus,
on a un site web, vous faites GIS Autisme sur Google et on va sortir en premier, vous pourrez suivre toutes nos actualités. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je serais ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Christelle François, maman d'une jeune fille avec autisme de 14 ans. Voilà, moi, ma question, c'était au niveau de la recherche, est-ce qu'il y a déjà des données sur l'incidence environnementale? Ah oui, alors je vous remercie, c'est une excellente question, c'est que je me suis beaucoup attardé sur le changement de paradigme du cadre de recherche, assez peu sur les causes. Alors, l'état actuel de la recherche dit quoi? Dit qu'il y a une part génétique dans l'autisme qui est importante, mais à elle seule, elle ne suffit pas à décrire la grande majorité des situations. Et donc, l'hypothèse actuelle, c'est qu'on est sur des troubles qui ont une origine multigéniques qui vont poser finalement un tableau de susceptibilité, mais qui ne va pas forcément déclencher une situation à risque, mais qui peut être déclenché par certains facteurs environnementaux. Alors actuellement, on n'a pas de consensus clair. Il y a certains facteurs environnementaux qui sont clairement décrits comme à augmenter très fortement les situations à risque. Certains médicaments, comme des antiépileptiques, notamment la dépakine, pris durant la grossesse d'une femme épileptique fait augmenter très fortement le risque de symptômes liés à l'autisme, associés à l'autisme chez l'enfant. Il y a des situations périnatales aussi, notamment tout ce qui est la prématurité, qui augmente, pour lesquels on a des niveaux de preuve très solides. La prématurité, en particulier les symptômes neuro-inflammatoires qui y sont associés. Et alors pour le reste, on a encore beaucoup d'hypothèses. C'est des travaux qui sont plus difficiles à mener puisque ça mêle la toxicologie, la santé publique. On peut se poser la question de certains pesticides, on peut se poser la question de certaines infections virales qui vont entraîner une neuroinflammation. Là-dessus, il y a encore beaucoup d'inconnus, mais il faut clairement aussi la recherche se pose clairement les questions. Il y a beaucoup de travail à faire, d'où l'importance aussi de soutenir ces travaux. Oui, le pourquoi de ma question, c'est parce que il y a eu un profil génétique, fait sur notre fille, et d'ailleurs via l'ADN et des prises de sang. Maintenant, moi, je me suis posé, pendant votre exposé, je me suis posé la question aussi, c'est que chez nous, à La Bruyère, on est dans un quartier où il y a une ligne à haute tension. Est-ce que des expositions telles auraient pu avoir une incidence pendant une grossesse, quoi? Alors pour le moment, clairement, alors c'est clairement, c'est des questions comme tout enjeu de santé publique, comme tout ce qui a trait à l'exposition des personnes. Il faut du recul, il faut des études. Pour le moment, je parle sous le contrôle des collègues, mais on n'a pas de niveau de preuve qui permet de dire si c'est associé ou non. Et en plus, association ne veut pas forcément dire lien de cause à effet. Donc c'est là où il faut encore rester extrêmement prudent. Je comprends complètement les familles qui se posent ce type de questions et la recherche doit également, c'est la responsabilité, il y a le rôle éthique de la recherche aussi de permettre d'y répondre. Oui, parce qu'en termes génétiques, le généticien que nous avons vu à Sainte-Élisabeth-Namur nous a confirmé que ce n'était pas une cause génétique. Donc c'est aussi parce qu'elle est la quatrième d'une fratrie et qu'on se pose la question aussi pour ses frères et sa sœur. Tout à fait. Donc je vous remercie de votre réponse.